ancien voleur international, Kilman Niaouré est l'un des membres fondateurs du mouvement le CRI panafricain avec Abel Ndaki et Willy Bla. Cet ancien capitaine du Red Star international ivoirien, Kilman Niaouré, apprend le sport à flirter avec la politique. Dans cet entretien, il nous parlera de son parcours sportif et politique. Kilman Niaouré, bonjour. Je suis Kilman Niaouré. Je suis né à Daloa en 1955. 5 ans plus tard, je rentrais à l'école pendant que mon pays devenait indépendant. Donc, je suis Kilman Niaouré. C'est à 28 ans que j'ai quitté ce pays, après avoir fait l'université d'Abidjan en sciences éco. Donc, j'ai hésité un peu, j'étais en deuxième année quand j'ai travaillé un peu à Air Afrique et je suis parti en France. Comme il a souligné tout à l'heure, je suis entraîneur de volleyball. Et c'est un joueur déjà? Oui, j'étais joueur international, capitaine du Red Star et ensuite international. Les choses étant ce qu'elles sont, au moment où je m'apprêtais à venir, il y a eu la crise. Et cette crise-là, je me suis rappelé que je suis né en 1955 et que quelque part, je suis un missionnaire de l'indépendance de mon pays. Et comme je ne peux pas concevoir qu'au moment où je m'apprête à regagner mon pays, je puisse rejoindre un pays divisé. Donc, je me suis engagé pendant cette crise à utiliser toute la formation que j'ai faite dans les associations et tout pour essayer d'organiser mes compatriotes ivoiriens afin d'aider la lutte dans le sens qui nous allait le mieux. Quel est le souvenir que vous gardez de cette lutte-là? On travaillait avec Brigitte Clio, qui est la représentante du président qui nous allait le mieux. Et donc, à un certain moment donné, moi je servais, je n'étais pas du parti, mais j'aidais. Et j'ai constaté nos limites. Parce que le politique a un langage qui n'était pas conforme à notre ressentiment du moment. Donc, j'ai eu l'idée de l'aider. Mais on ne peut pas aider autrement que de créer des associations autour de la chose politique. Et donc, l'idée m'est venue de construire dans la société civile un mouvement qui va épauler les politiques. Et ça, le centre de toute cette réflexion, c'est que nous ne répondons que de nous-mêmes en fonction de l'amour que nous portons à la Côte d'Ivoire. Nous pouvons nous organiser et appuyer beaucoup plus ouvertement que les politiques par rapport à l'éducation de la masse française. Et là, en France, il y a des lois. Il faut être organisé. Pour moi, comme je dis, la loi 1901, on l'a faite. Je l'ai étudiée et je me suis dit qu'en faisant une association selon la loi 1901, nous n'avions aucune chance de réussite. Donc, j'ai voulu créer une fédération d'associations ivoiriennes qui puisse appuyer le FPI et tous les mouvements, tous les partis politiques qui étaient avec. Et c'est ainsi que je crois que tout le monde a essayé. Donc, on a tous essayé de créer. Donc, le CRI panafricain, je pense, a été au départ la formation la mieux armée pour rassembler les Ivoiriens. Comment vous êtes arrivé l'idée de créer ce mouvement CRI panafricain? Oui. Bon, le nom seulement qui a été donné de façon démocratique. Le nom. CRI, je pense que c'est Éric Zobo qui a sorti ça comme ça et unanimement tout le monde a été d'accord. Mais avant ça, il y a une histoire. Parce que nous sommes en France. La France a eu cette histoire-là. Elle a été attaquée avant. Donc elle sait comment on s'organise pour faire une résistance. Et c'est en France qu'on était. Mais nous, comme on avait déjà été abordé, avant même la crise, on savait quelque chose. On savait qu'un jour ou l'autre, on allait arriver là. Bon, certains ont voulu collaborer. Nous, on a dit non. On a payé le prix qu'il fallait au niveau individuel. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas abdiqué, dont moi. Donc, sachant ce que mon pays allait subir, j'ai commencé à m'intéresser à la chose.
Et donc, ce n'était pas spontané. La lutte, elle n'était pas spontanée. On a essayé avec d'autres associations avant, en leur cachant l'idée que le pays allait être attaqué, et donc il fallait qu'on apprenne à s'organiser. On a commencé avec la COGID, mais là, c'était pas, ils ne savaient pas, ils voulaient juste organiser les Ivoiriens. Bon, mais si je vous dis que la COGID, la Coordination Générale des Ivoiriens de la Diaspora, moi j'y étais aussi. J'étais même dans les comités, j'étais responsable de beaucoup de choses aussi. On a essayé par des projets de réunir des Ivoiriens et on était représentés partout et comme par hasard à La Haye. Bon, mais chemin faisant, on a vu que c'était difficile d'emmener toute la Côte d'Ivoire vers un courant politique. Donc, moi je me suis retiré sans gêner qui que ce soit. Et la structure de la COGID et même du CRAN que j'ai dû intégrer pour faire le plein des panafricains, des Noirs de France, au niveau du contact. Si vous voyez la structure du CRI panafricain, vous retrouverez ces structures-là. Bon, donc je veux dire que ça a été pensé avant. Voilà. Alors, quels sont les souvenirs que vous gardez de ce CRI panafricain et de cette lutte que vous avez menée pendant près de 10 ans en France? Bon, il y a le départ. Au départ, l'adhésion de tous les Ivoiriens m'a fait plaisir. Voilà, c'était réchauffant. Et je pense que ça fait du bien à toute la jeunesse ivoirienne patriote qu'on appelle la galaxie, de voir que eux étant ligotés, étant médusés, étant traumatisés dans le pays, de voir que leurs frères de la diaspora étaient dans les rues. Je pense que psychologiquement, ça a aidé beaucoup. Deuxièmement, on sortait du cadre de la lutte d'un parti politique. C'est nous qui avons fait ça. Que la lutte sorte du cadre, parce qu'on a eu des amis qui étaient PDCI, oui, et plus tard, certains même sont venus intégrer la lutte. Mais c'est nous qui avons fait grandir cette lutte au-delà du FPI. Ça, c'est bien. Et le panafricanisme, ça vient d'où? Ça vient du fait que nous autres, nous avions des amis panafricains. C'est pour ça que je tenais à ce qu'ils soient bien reçus, bien accueillis dans notre lutte. Notre but n'a jamais été, quand j'écrivais les textes du CRI panafricain, j'ai été dicté par deux mots, l'indépendance et la réconciliation. Donc l'indépendance n'était pas centrée sur la Côte d'Ivoire. Quel que soit celui qui était au pouvoir, ce n'était pas important pour moi et pour mes camarades. Ce qui était important, c'est que la France-Afrique et non la France nous lâche un peu. Au niveau de la réconciliation, ça a toujours été dans nos têtes. C'est pour ça qu'on le faisait. Après, il y a eu des brebis galeuses, mais nous, on n'a jamais fait cette lutte avec animosité. Et c'est important de le souligner. 2 ans après la libération de Gbagbo, parce que le but de votre action, c'était de lutter pour la libération du président Gbagbo et de Blé Goudé. Bon, ces deux personnalités politiques sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quel est le rapport de Kilma Niawé avec ses anciens amis du CRI panafricain? Et est-ce que Kilma Niawé a été reçu par Laurent Gbagbo ou par Blé Goudé? Vous savez, moi, je n'ai jamais rien demandé. Et c'est ça qui fait ma force. J'ai lutté pour mon pays. Si on a l'impression que je suis pro Gbagbo, c'est parce que l'homme m'a fasciné. D'abord, si on a l'impression que je suis FPI, d'avant, de Gbagbo, ou PPACI aujourd'hui, c'est pas les textes. L'école là, c'est pas seulement pour avoir de l'argent ou autre chose, c'est pour travailler. L'école, c'est pour apprendre à comprendre la vie. Donc, entre tous ceux qui proposent le bien-être de ma population, je lis les textes et je préfère de loin ce que fait. Voilà. Donc, je suis avec lui de cœur. Mais la lutte que je mène, elle est pour tous les Ivoiriens. Vous savez, tout à l'heure, je parlais de mon parcours. C'est à 28 ans que je suis parti en France. Mon papa était fonctionnaire à Oudéni, à Gagnola, j'habite Biabourou. Il ne me viendrait jamais dans l'idée d'aller contre un Dula. Ce sont mes frères. D'un.
Donc la vie de chacun aussi influence sa lutte. Donc je dis et je répète que je ne fais pas cette lutte contre quelqu'un, contre un individu. Et jamais vous trouverez que je lutte quelque part contre quelque chose. J'ai toujours lutté pour, même le racisme en France, je luttais pour la cause des Noirs, pour l'émancipation de la femme noire ou de la femme même tout court. Pour toujours, si j'étais chercheur, je chercherais à guérir l'homme du sida et non à lutter contre le sida. Voilà. Donc, nous avons mené cette lutte vraiment. Il y a des anecdotes, il y a tout ce que tu veux. Mais le plus important, c'est celui qui a divisé le cri panafricain. Parce que c'est de là que tous nos mots sont partis. Au départ, on était ensemble. Politique et tout ça. Vous avez vu les marches, comment c'était solide. Et puis... Oui, parce que la partie visible au niveau du cri panafricain, c'était Abel Naki et Willy Blah. C'est vrai, même si vous avez été l'un des concepteurs ou l'un des penseurs de ce mouvement, vous n'étiez vraiment pas en avant-garde. Alors quand vous parlez de qui a divisé, qui selon vous a divisé le cri panafricain? Bon, moi, c'est fait. J'ai eu une vie difficile au moment où on attaquait la Côte d'Ivoire. Donc j'ai conçu la lutte dans des conditions très très difficiles que je n'ose pas évoquer ici. Donc, je savais que je n'étais pas libre. J'étais même interdit de venir en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai appelé, j'ai observé, j'étais tout près du FPI. Donc, je vous ai observé tous et j'ai vu que Abel Naki avait le profil. Parce que quand j'ai écrit à tous les Ivoiriens, le courrier dans le livre d'Abel Naki, à la page 55, j'ai envoyé un courrier à tous les panafricains. Et c'est Abel Naki qui s'est levé à 6 h du matin, alors qu'il habitait le plus loin. C'est lui qui était là le matin. Il a passé 2 jours chez moi, sur mon ordinateur. Il avait même une association. Le cri panafricain aurait pu être Facebooker pour Gbagbo, parce que lui, il pensait, il réfléchissait aussi quelque part. Quand je lui ai demandé de me donner ce qu'il faisait, bon, j'ai lu, j'ai intégré quelques bonnes idées dans ce que je faisais. Et je lui ai dit, il est resté 2 jours chez moi, on a travaillé. Mes enfants sont témoins, ma femme est témoin. Lui-même, il le reconnaît. Bon. Maintenant, c'est lui. Quand je voulais faire le noyau dur, il a voulu qu'on fasse appel à Willy Blah. Je lui ai dit, je connais Willy Blah avant toi. Il a beaucoup de qualités, mais diriger ça là, s'il te plaît, tu le laisses à côté. Il m'a dit non, c'est son ami qui vont s'entendre. J'ai dit bon, je te crois. Fais ce que tu veux, mais moi, je vais rester dans l'ombre. Tout ce que vous allez faire là, vous venez vous référer à moi. Et puis, on a fait une première réunion, il y avait Léopoldine, paix à son âme, Léontine, il y avait certaines personnes, on a fait une première réunion chez moi, et ensuite on est sorti. Quand on est sorti, c'est là qu'ils ont trouvé. On a lu le texte, on a lu ce qu'on voulait faire. J'ai été le premier à prendre le micro pour le dire. Et après, on a trouvé le nom. Voilà. Qui a divisé le cri? Ce qui a divisé, c'est la venue de M. Fologo à Paris. En France, j'allais dire, mais à Paris. Bon, je vous ai dit que j'étais international. J'étais sous Fologo. J'ai été déjà convoqué ici, quand je devais aller au Ghana, par M. Fologo, qui m'a appelé même chez moi. Donc je le connais. Voilà, je le connais, il me connaît, ses conseillers me connaissent. Mais Fologo, c'est quelqu'un qui a accompagné ma vie. Avec Oufoui, avec Akoto Yao et tout ça. Donc c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais Gbagbo l'a nommé à un poste où Gbagbo, pendant 6 ans, n'avait plus le droit de l'enlever. Et vu ce qu'il a raconté pendant la crise, on voit bien que ce n'est pas quelqu'un d'ingrat. Et il a dit qu'il servait la Côte d'Ivoire et non quelqu'un. Donc il pouvait être. Donc c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Le gars vient en Côte d'Ivoire. Et il vient. Bon. Mais moi j'ai vu qu'il tanguait un peu parce qu'on observait nos hommes politiques. Et j'ai refusé d'aller le voir. C'était pas le moment. Mais mes camarades, après une réunion qui était où je leur ai donné la clé pour enlever Abel Naki, parce qu'il avait fini ses 3 mois, il voulait vraiment faire comme ce qui nous s'approchait au pouvoir. J'ai dit non,
Donc, les Willy Bla et autres sont venus me chercher chez moi parce qu'en temps j'étais parti du CRI même, vraiment. Ils sont venus me demander pardon. Ils disent, mais tu as la clé pour faire sortir Abel Nati. J'ai dit d'accord. On s'est retrouvés chez Anicette Mépi, loin de Paris, et on a discuté. Je leur ai dit comment on pouvait le faire sortir. Le soir, on avait rendez-vous entre la première réunion du matin et à 17h, on avait l'AG. Ils ont tous fermé leurs portes d'Israël politique. C'est là que Philippe Ouang m'appelle. Il me dit, tes camarades sont en train de discuter avec Fologo. Dis-moi leur nom. J'ai dit, j'écoute. De toi à moi, qui est journaliste. Et tu me dis, ce sont mes amis. Mais moi, je ne vois pas mes amis. Donc, va te débrouiller en tant que journaliste de nous informer. Parce que moi, je sais rien. Il paraît qu'une d'entre nous là, du CRI panafricain, lui a donné la liste de tous ceux qui étaient avec Fologo. Au moins, je n'étais pas au courant. On arrive à la réunion, j'ai demandé à tout le monde que vous voulez que Abel Nati continue ou pas. Tout le monde, à l'unanimité, voulait qu'il parte. Et lui, il a trouvé des subterfuges pour ne pas partir. Bon, maintenant, j'ai dû lui réciter l'article qui demandait qu'il parte. Et puis, il a accepté de partir. Mais, en même temps que les autres sont venus, on leur a demandé une nouvelle. Et Willy Bla et sa clique nous informent qu'ils viennent de chez Fologo. Et que, avec toutes les suspicions que tu peux savoir. Bon, je ne sais pas s'il fallait qu'ils disent là, qu'ils venaient de chez Fologo, mais ils m'ont dit. Donc, quand j'ai contraint Abel Nati à démissionner. Est-ce que ça a du mal à aller voir Fologo? Parce que, mais je vais vous dire. Non, si on peut synthétiser. Non, il n'y avait pas de mal à aller voir un homme politique ivoirien qui en sait beaucoup sur la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi se cacher pour aller le voir? Parce que les idées sont venues que Gbagbo, comme il savait qu'il allait avoir des problèmes, il a dû mandater quelqu'un, lui donner une certaine enveloppe pour aller aider la résistance. Donc, Abel Nati il a eu cette suite d'idées. Bon, moi j'appelle ça procès d'intention, mais il a eu. Donc, dès qu'il a vu qu'il y avait une perche pour faire dissidence ou bien pour emmerder la résistance, il a dit oui. Il a démissionné. Il a demandé à ce que, comme la résistance ne peut pas être vacante, ça je lui en suis reconnaissant. Il a demandé à ce que les élections soient faites tout de suite. Effectivement, il avait raison, donc on était d'accord. En même temps, je me suis dit, vu la fronde menée par Willy Bla, c'est lui qui devait prendre la suite. Parce que nous, on les a choisis comme porte-parole, donc c'est eux que les gens connaissaient. Mais ils n'ont jamais pris de décision au CRI panafricain. Ils n'ont fait que porter notre parole. La différence, c'est qu'il y a Abel Nati, il faisait l'effort de porter la parole du CRI, et Willy, il portait sa propre parole. Voilà. Bon, donc là, ça a divisé quand Abel nous a dit. Moi, j'ai demandé à tout le monde de se présenter. Abel Nati a fait 1. 2. Au moment où il faisait ça, il y a une d'entre nous qui voulait se présenter. Bon. Et là, j'ai dit non, parce que il fallait que je me présente. Donc, je suis sorti de ma carrière, j'ai pris le risque et je me suis présenté. Voilà. Et dès que j'ai été élu, voté par Willy, par Abel, par Echiman, par tous ceux qui étaient là. Elle a eu que 2 voix, alors que son copain était dans la salle. Tu vois? Donc je me suis dit, voilà le moyen, comme c'est ma chose, je vais tout faire. Mais tout ce que j'ai eu comme problème, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Mais reconnaissez que moi, tous ceux qu'on n'a pas pu, qu'on ne peut pas faire taire aujourd'hui, et qui font des vidéos, qui nous font sauter au plafond, ils étaient dans mon bureau. Mais vous ne les avez pas entendus, je les ai maîtrisés, eux tous. Voilà. Oui, mais c'est ça aussi les souvenirs. Oui, bon, il n'y a pas que de bons souvenirs, il y a eu des mauvais. Voilà. Et ces mauvais-là, on est dedans. Parce qu'on a vite senti, si vous me suivez sur Facebook, moi je ne suis pas journaliste, mais je dis ce que je pense. Et je n'insulte personne, je ne dis pas de nom. Mais ce dans quoi on est aujourd'hui, il y a longtemps, qu'on voyait venir. Voilà. On est dans quoi? Enfin, vous êtes dans quoi? Oui, mais l'opposition est dans une division qui donne des regrets. J'allais même vous poser la question de savoir quel est votre regard aujourd'hui sur
FPI dirigé par Afim Gressan, le COGEP dirigé par Bleu Boudet, le MGC dirigé par Mme Simon Babo et le PPA dirigé par le président Laurent Gbagbo. Quel est votre regard sur ces partis politiques? Mon regard, il est poli. Il est poli. Bon, je ne peux pas dire qu'aucun d'entre eux n'a pas le mérite. Non. Parce que je leur dois beaucoup de reconnaissance. Donc je suis mesuré. Mais quand je parle, je dis qu'il y a l'essentiel et il y a les détails. L'objectif là, c'est pas la division. Et c'est dans l'union qu'on peut réussir quelque chose. Parce qu'on ne se bat pas contre un gouvernement, on se bat contre la communauté internationale. Dans ce cas-là, toutes nos forces doivent être réunies. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'autour de tout ça, il y ait un groupe. On est obligé, quand il y a des grands intellectuels qui sont en place, on est obligé d'avoir des courants de pensée. Mais penser pourquoi? Pour se positionner, pour être président? Non, pas pour le moment. On n'a pas le pays. Prenons le pays d'abord, avant de mettre nos différences. Qu'est-ce qu'il veut diriger? Pourquoi il veut être leader? C'est ça mon souci. Mais les leaders sont naturels. Moi, là, je reconnais 2 leaders. Et puis, du présent là, lequel? Bédié, Babou. Ensuite, il y a l'autre vague, où pour moi, les 2 leaders sont Blé Boudet d'abord, et puis, bon, c'est venu ensuite qu'on puisse différencier les Babos. Sinon, chez moi, Gbagbo, Simon, c'est pareil. Voilà, ils sont ensemble. Donc, il y a je ne peux plus dire FPI, mais il y a le PPACI d'aujourd'hui, qui pour moi est le résumé de toutes mes pensées, de tous mes souhaits. Parce que je suis panafricain. Et quand on est panafricain, et qu'un parti de son pays s'ouvre à l'Afrique, je pense que moi, je ne me dois d'accompagner ça. Bon. Mais moi, là, je ne m'en dis rien. L'entretien qui vers sa fin, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur la gouvernance de M. Ouattara? Ce que je vois, c'est que je suis déçu. Oui, je suis déçu. Déçu parce que pendant 2 mois, c'est difficile, mais je regarde quelquefois la télé. Je n'ai pas entendu le mot que j'espérais depuis. J'ai dit, quand on commençait la lutte, je voulais entendre réconciliation. Il n'y en a pas. Bon, diriger qui? La politique, on l'a fait pour des hommes. Mais j'observe, Abidjan est devenu trop cher pour la population ivoirienne. Et bon, je ne vois pas comment, avec un CFA, on peut gérer un pays comme la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Bon, et ça c'est deux. Et deuxièmement, je n'ai pas l'impression que le pays est politiquement, socialement dirigé. Je n'ai pas l'impression. On ne gouverne pas avec la répression. Bon, maintenant, si vous voulez, nous sommes dans une période où on a envie de choisir où vivre, où passer nos retraites. Donc je regarde, j'observe. Est-ce que j'ai envie de venir vivre dans une atmosphère où on ne parle pas de réconciliation? Parce que moi, tous les Ivoiriens sont mes frères. Je n'ai pas de distinction. Des gens, même s'ils ne sont pas Ivoiriens, ils ont quitté leur pays, qui vivent avec nous ici, et qui ont toujours vécu en harmonie, on est venu nous diviser. Moi, je vois la reconstruction des choses. Aujourd'hui, là, je serais très heureux de voir des groupes en train d'aller vers les populations et parler de réconciliation, comment faire pour que dans les villages, dans les quartiers, voilà, on retrouve notre vivre ensemble d'avant. Voilà ce qui pouvait me réconcilier un peu avec ça. Mais là, je vais te parler d'un projet que j'ai eu, le dernier que j'ai eu en France avant de venir ici. C'est une idée qui m'est venue. J'ai dit, bon, nous étions en Côte d'Ivoire, tranquille. On nous a dit que nous étions divisés, qu'on maltraitait une population, et puis à la suite de tout, pour ce qu'on sait maintenant, il y a eu plus de 3000 morts. Ce n'est pas nous qui avons compté les morts, c'est la communauté internationale. Et cette communauté internationale a dit
aux yeux de tout le monde qu'il y a des responsables, dont le président Gbagbo et le président du projet, ancien ministre Blé Goudé. C'est ça qui a motivé. C'est-à-dire que nous, de loin, on a vu, on les connaît, ils ont quelques défauts, mais aucun de leurs défauts ne peut nous amener à les traiter de criminels. Donc, les Ivoiriens ont compris ça. C'est pas qu'ils ont trouvé que leur gouvernance était sans faute. Mais non, ce dont on les accusait, nous savions intimement que c'était faux. Donc, on les a soutenus longtemps. Et je me suis demandé, j'ai dit, bon, maintenant que les Ivoiriens, au lieu d'aller à l'essentiel, sont dans les détails, moi, là, je vais aller à l'essentiel. Et j'ai réuni quelques amis avec mes mails de fonds. J'ai loué un mini-car. J'ai dit, on va aller à l'AE. Non pas pour accuser quelqu'un, mais pour demander à ceux qui ont accusé nos leaders, maintenant qu'ils les ont acquittés, qui a donc tué nos compatriotes? Oui, dans quelques jours, ce sera le 11 avril. Le 11 avril, donc, la mémoire des Ivoiriens va revenir à ce traumatisme. Bon, alors que des années après, on devrait être en train de reconstruire comment guérir de ça. Bon, nous serons obligés de chaque année revenir sur la commémoration. C'est ainsi que d'ici, avec mes amis, je prépare encore à Place de la République une commémoration. Nous ne sommes pas des accusateurs. Nous avons constaté, nous avons perdu des gens. À Naïbri, tout ça d'abord. Mais le résumé de toutes ces souffrances-là, c'est le 11 avril. Et le 11 avril, s'est passé quelque chose de très important. On a compris comment Sankara, Lumumba, Sékou Touré, Kwame Nkrumah ont perdu la vie. Quelle était la main invisible qui était derrière la situation de nos hommes politiques? Voilà, donc c'est une journée très importante, mais une journée de construction, une journée pour une marche vers la réconciliation. Et notre discours sera autour de la réconciliation. On va se remémorer ça pour grandir ceux qui parlent réconciliation. Parce que c'est la chose pardonnée qui fait que celui qui pardonne est grand. En tout cas, c'est un merveilleux mot de fin. Merci en tout cas, Kilman Niawé. En tout cas, merci beaucoup au coach. Merci d'avoir reçu Event News TV chez vous, ici à Abidjan. Et en tout cas, bon séjour chez vous.